Espagnols, par exemple, ont utilisé bien davantage les céphalosporines par voie injectable, puisqu'ils préféraient les piqûres, alors que les petits Français n'aiment pas les piqûres. Donc le choix des antibiotiques compte beaucoup. Les pressions pharmaceutiques, je parlais des quinolones, les quinolones devraient être beaucoup moins utilisés qu'aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce que d'abord, ce sont des bons antibiotiques, mais qui favorisent très rapidement l'émergence de résistance, qui restent très longtemps dans l'environnement. On a trouvé des quinolones 2 ans, 3 ans après dans de la terre, donc vous voyez que ça reste. Et puis quand vous mangez des œufs, quand vous mangez de la viande, quand vous avez du lait, si les quinolones ont été utilisés pour l'animal, on retrouve la même présence de ces bactéries, de ces antibiotiques, de ces molécules dans l'alimentation. Oui, pour revenir sur les sulfamides ou autres classes, on sait que les antibiotiques sont plus ou moins onéreux, et on est à l'heure actuelle au niveau de la chimie des antibiotiques sur une escale de niveau coût, et puis finalement une efficacité relativement faible. On a un peu l'impression d'être devant un mur, alors est-ce qu'il faut contourner, je ne sais pas, contourner, je ne sais pas. Et par rapport à tout ce que tu as donné comme perspective d'innovation, est-ce qu'on peut mettre quand même une échelle? Tu as parlé de phagothérapie, par exemple. J'ai entendu dire qu'il y avait des critiques sur cette thérapie. Est-ce qu'on va réellement arriver à modifier certaines bactéries pour qu'elles deviennent... Est-ce qu'on peut mettre une échelle? Est-ce qu'il faut continuer au niveau de la chimie à chercher de nouvelles classes? Et on sait qu'on est un peu bloqué par rapport à ça. C'est une très bonne question et c'est un sujet très délicat. L'industrie pharmaceutique, il faut le savoir, a abandonné la recherche sur les antibiotiques. On voit les résistances exploser et on voit la recherche sur les antibiotiques s'effondrer. Je vais vous donner un chiffre, il y a 16 antibiotiques qui sortaient tous les 4 ans à la fin des années 80. Il y en a 2 aujourd'hui ces 4 dernières années. Donc on a un effondrement de la recherche sur les antibiotiques. Pourquoi? Parce que l'industrie pharmaceutique n'y trouve aucun intérêt. Simplement économique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas développer, pour vous donner une idée, développer un nouvel antibiotique, c'est au moins 1 milliard d'euros. Si c'est pour avoir une résistance qui apparaît au 2 ans, 3 ans, ou des effets secondaires, ça n'a aucun intérêt, donc l'industrie se tourne plutôt vers les maladies chroniques, qui concernent beaucoup plus de personnes et qui n'ont pas autant d'effets indésirables. Ce qui n'empêche qu'il va falloir quand même trouver une solution pour développer des nouveaux antibiotiques. Donc, 2 possibilités, soit la recherche publique s'en empare, c'est-à-dire que ça devient une prise de conscience mondiale et on dit il faut trouver de l'argent public ou des partenariats publics-privés pour développer de nouveaux antibiotiques, soit il faut faire le choix que les antibiotiques qu'on va avoir dans le futur seront beaucoup plus chers pour rembourser, on va dire, l'investissement de l'industriel et dans des indications et avec des choix d'exposition évidemment beaucoup plus ciblés. Ensuite, les innovations, phagothérapie, c'est intellectuellement très séduisant, mais c'est très compliqué, parce qu'elle est manipulée des phages. Là aussi, on est dans le vivant, avec des effets qu'on ne maîtrise pas complètement. Ça a été beaucoup étudié dans les années 30 et 40, complètement abandonné, et aujourd'hui, certains y reviennent, mais avec des défauts de rigueur scientifique et d'évaluation qu'il va falloir corriger. Modifier les bactéries, c'est aussi jouer l'apprenti sorcier, donc changer le génome ou avoir des impacts considérables. La compétition bactérienne est une bonne idée. Les changements de comportement sont une bonne idée. Et là où on va probablement dans les prochaines décennies, c'est des approches complètement différentes, qui ne seront pas des antibiotiques, mais probablement des actions ciblées directement sur la bactérie concernée, sur l'inflammation antibactérienne, avec des modifications vraiment beaucoup plus ciblées. Aujourd'hui, quand vous prenez un antibiotique, vous perturbez toute votre flore digestive. Donc, vous tuez des milliards de bactéries en voulant cibler quelques bactéries responsables de l'infection. Donc il va falloir changer complètement notre façon de faire, parce que là, on est vraiment devant un tsunami silencieux. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la résistance aux antibiotiques, on va probablement en parler dans les prochains mois, dans les prochaines années, quand un personnage célèbre mourra d'une infection pas résistante. Mais voilà, les taux de résistance évoluent sur toutes les bactéries, on a de moins en moins d'antibiotiques disponibles, donc de toute façon, il va falloir se préparer à une situation assez préoccupante, surtout si on n'anticipe pas la recherche sur les antibiotiques, les modifications de comportement. C'est quand même, finalement, dans l'histoire de l'humanité, quelque chose d'assez nouveau, qui est qu'on a un progrès considérable, qui est ce progrès des années 30 et 40 de découverte d'antibiotiques, qui risque de s'effacer dans les prochaines années, de ne plus être disponible. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité, qu'un grand progrès va finalement potentiellement disparaître devant le mauvais usage ou la mauvaise compréhension qu'on en a eue au début, avec des erreurs de stratégie majeures.
Jérôme, actuellement, est-ce qu'on a un recensement des malades, voire des décès qui sont imputables à des infections à bactéries multirésistantes? En France, par exemple? Alors en France, pour l'instant, c'est quelques dizaines de personnes. Dans d'autres pays, c'est probablement beaucoup plus, en particulier sur le continent africain, puisqu'on n'a pas encore de confirmation de l'impact de cette résistance. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'il est difficile d'estimer, et c'est pour ça que je donne un peu l'alarme ce soir, il est très difficile d'imputer une mort à la résistance antibiotique. Pourquoi? Un sujet jeune qui meurt brutalement aujourd'hui en 12 heures fait la une de l'actualité. Quelqu'un qui meurt aujourd'hui d'une résistance ou d'une pan-résistance aux antibiotiques, c'est quelqu'un qui a eu un long parcours hospitalier, de chirurgie, de réanimation, et qui va finir par mourir au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois à l'hôpital, dans des conditions très compliquées, avec des infections multiples, pas d'antibiothérapie possible, et on va dire, ouais, il est décédé, et l'entourage va comprendre que c'est l'évolution presque naturelle de sa pathologie. Or, voilà, c'est aujourd'hui probablement une mort imputable à la résistance aux antibiotiques. Alors, quel est le poids, quel est le risque attribuable à la résistance? C'est difficile quand on est en situation complexe comme ça, mais en tout cas, ça va arriver de plus en plus souvent, et ça arrive probablement aussi aujourd'hui pour les infections sévères, pédiatriques, en Afrique par exemple, où on traite une méningite, l'enfant meurt parce que, non pas la méningite était grave, mais parce que l'antibiothérapie n'a pas été efficace sur la méningite purulente. Oui. Il y a une vingtaine d'années, on avait commencé des travaux de recherche sur des nanomissiles thérapeutiques pour le soin du cancer. Bon, il y a quelques médicaments qui sont commercialisés, je crois, depuis 2 ou 3 ans. On disait pour les bactéries, ça sera beaucoup plus difficile. C'est plus difficile à attraper une bactérie sans doute au vol, avec un missile, plutôt qu'attraper une cellule cancéreuse coincée dans un... Par contre, on dit qu'il y a quand même un petit espoir. Alors, est-ce que d'abord, ça présenterait un intérêt, est-ce qu'il y a un espoir de trouver... Alors, l'avantage de ces missiles, c'est qu'en fait, il n'y a pas de dégâts collatéraux. Mais bon, il faut attraper la bactérie là où elle est, comment on la reconnaît. Pour la détruire, je crois que ça ne doit pas être trop difficile, parce que ça doit être le même problème que pour le cancer. Est-ce qu'il y a un espoir sur cette branche? Oui, c'est ce que j'évoquais dans les thérapies ciblées. La vraie difficulté, c'est que vous avez des familles de bactéries qui sont, pour certaines, pour la plupart, non pathogènes, et dont 5 ou 10% de la famille est pathogène. Donc elles sont extrêmement semblables, notamment dans votre tube digestif, et potentiellement pour certaines pathogènes. Donc c'est la difficulté, en plus ce que vous citiez est tout à fait juste sur le fait que les bactéries diffusent et circulent. Quand on a une septicémie, on a des bactéries dans l'ensemble de la circulation sanguine, donc aller cibler un cancer de façon très précise, c'est quand même un peu plus aisé, mais c'est probablement une des pistes qui va être étudiée dans les prochaines années. Bonjour, j'aurais 2 questions. J'avais vu passer il y a quelques années des études montrant que des protéines issues de poissons, voire d'insectes, avaient été trouvées et qu'elles avaient une activité antibactérienne. Et je voulais savoir si il y avait eu des suites à ces articles. C'était ma première question. Et ma deuxième question, dans votre exposé, j'ai trouvé que finalement, on ne cherchait pas tellement à stimuler l'hôte contre la bactérie. Il semblerait que l'immunité naturelle ne soit pas peut-être suffisamment connue jusqu'à maintenant. Et y a-t-il des recherches qui vont dans ce sens? Alors, sur l'action antibiotique de certaines protéines, c'est une des pistes les plus prometteuses. Ce que je vous disais par contre, c'est que la plupart des antibiotiques naturels, semi-naturels, semi-synthétiques, finalement sont issus de la nature. Donc on a les mêmes risques d'avoir une action antibiotique anticipée par les bactéries, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'elles ont tellement croisé de protéines et de milieux différents qu'elles ont probablement des mécanismes de résistance. De toute façon, on ne peut pas faire autrement que d'avoir une évolution à la résistance dans une colonie bactérienne, puisque c'est la survie de l'espèce qui est en cause. Donc l'objectif pour cette colonie, c'est qu'au moins une cellule fille arrive à survivre à cette exposition toxique. La deuxième question, elle est excellente, évidemment, sur l'immunité. On travaille depuis très longtemps sur l'immunité de l'hôte.
Ce que je vous ai dit sur la génétique aussi est important. Il y a des gens qui font des infections très sévères, on ne sait pas pourquoi, ils n'étaient pas immunodéprimés, mais ils ont une faille dans leur répertoire génétique. Même chose pour l'immunité, on peut essayer de stimuler l'immunité. La seule difficulté, c'est que premièrement, l'infection bactérienne, elle est rapide. Donc, quand vous avez une pneumonie grave, quand vous avez une méningite, une septicémie, ça prend quelques heures. Donc, déclencher un traitement de stimulation de l'immunité à ce moment-là, c'est quand même pas facile. Et souvent, il y a un orage inflammatoire tel dans les infections graves qu'on ne sait plus très bien ce qu'on stimule ou qu'on freine sur un certain nombre de médiateurs inflammatoires comme les cytokines. Donc, en réanimation pour ce qu'on appelle les chocs septiques, c'est-à-dire vraiment les infections les plus graves, toutes sortes d'essais ont été faits sur les corticoïdes, les anticytokines, les médiateurs, etc. Et en fait, c'est toujours très décevant parce qu'on a l'impression qu'on améliore certains paramètres en aggravant d'autres paramètres. Et la cascade immunitaire anti-infectieuse est tellement complexe